toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends la parole avec une émotion un peu particulière. Alors, ce podcast n'est pas un simple épisode de présentation de livres comme vous en avez l'habitude. C'est pas non plus une chronique littéraire classique, ni une prise de parole légère autour de l'écriture. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre qui est né d'une blessure, qui est né d'un choc et surtout d'une incompréhension profonde. Ce livre, il s'intitule « Cet ami qui vous veut du bien ». C'est le roman d'une manipulation légale. Alors vous allez être très étonnés, ce roman, je l'ai écrit moi et je l'ai publié le 1er novembre 2025. Et si j'ai choisi de l'écrire, c'est pas parce que j'avais simplement une histoire à raconter. C'est parce que j'avais besoin de déposer quelque part ce que les mots du quotidien ne suffisaient plus à contenir. Pour moi, l'écriture a toujours été un exutoire. Même si je suis plus une adolescente, j'ai toujours un carnet, une espèce de bullet journal qui me sert à tout, où j'écris. Pour moi, c'est une façon de respirer. Et là, à ce moment-là, c'était vraiment parce que tout semblait se refermer. Ça a été une manière de ne pas sombrer dans le silence, ni dans la peur, l'angoisse, et surtout de pas m'enfermer dans cette solitude assez particulière qu'on ressent lorsqu'on se retrouve face à une machine administrative ou judiciaire qu'on comprend plus. Donc dans ce roman témoignage, tout commence par une soirée ordinaire. Et je l'ai romancé parce que on vit dans un monde assez particulier où pour moi, la démocratie n'existe plus. Et donc, je l'ai romancé pour ne citer personne en particulier. Donc, ceux qui se reconnaîtront, je suis désolée, mais c'est pas forcément d'eux que je parle. C'était un soir comme tant d'autres, un soir ordinaire. J'habite à un village, donc il faisait sombre. Et dehors, il y avait des gyrophares. Ça déchirait la nuit et même le silence. Et en fait, c'était chez moi qu'il venait. Monsieur est immédiatement menotté et collé au mur. Et moi, je me retrouve embarquée dans une histoire qui n'est vraiment pas la mienne. Pourquoi j'ai été embarquée? En réalité, je l'ai su... je crois que je le comprends vraiment qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de plainte qui soit claire. Évidemment, je n'ai aucune blessure. Et il n'y a pas de crime. Juste un signalement. Et aujourd'hui, je me dis que finalement, n'importe qui peut signaler n'importe quoi. C'est un peu comme dans les années 40, où vous pouviez vous retrouver dans un camp alors que quoi déjà. Et à partir de ce signalement, tout a basculé.
Alors, ce que je raconte dans ce livre, c'est cette descente progressive dans une forme de brouillard. Un brouillard qui est fait de questions dont j'ai toujours pas les réponses, de procédures qui me sont encore plus incompréhensibles aujourd'hui, de convocation, de garde à vue, d'humiliation, parce que oui, les gendarmes sont humiliants, de peur, et quand vous êtes embarqué, que vous ayez fait quelque chose ou pas, bah vous avez des frais d'avocat, ce qui est assez extraordinaire. Et puis il y a la fatigue, principalement morale. Dans ce livre qui est assez court, j'écris aussi sur la manipulation de cette figure trouble de celui qui se disait ami, qui semble vouloir votre bien, qui se présente comme protecteur, qui se présente comme attentif, qui se présente comme concerné, mais dont la présence lointaine, parce qu'il faut savoir qu'en plus, cette personne habite à très probablement au moins 2 heures ou 3 heures de route de voiture de chez moi. Mais sa présence, parce que vraiment il est devenu extrêmement présent, est devenue pesante, elle est devenue intrusive et elle est devenue inquiétante. Et à quel moment cette soi-disant bienveillance devient un contrôle? À quel moment cette pseudo-aide devient une emprise? À quel moment une parole extérieure peut-elle suffire à faire basculer une vie entière? Ce sont ces questions-là qui traversent mon roman. Parce que aujourd'hui, si je prends la parole, c'est aussi parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la publication du livre. J'ai été bien naïve. Je me suis dit, bon, c'est terminé. Une erreur une fois, non. Parce que depuis plusieurs mois, il y a cet acharnement. J'allais dire ce sentiment, mais c'est plus un sentiment, c'est de l'acharnement. Il ne nous quitte pas. Il y a eu la gendarmerie, il y a eu la garde à vue, il y a eu les menaces. Je dis qu'elles ont été ressenties, mais c'est pas sûr. Il y a eu le tribunal correctionnel, les frais d'avocat, les appels téléphoniques et les démarches encore et toujours. Depuis le mois d'octobre, on est le 28 mai, c'est toujours pas terminé. Et j'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Et puis, il y a aussi ce sentiment, et cette impression terrible que rien n'est jamais vraiment clair. Parce que, croyez-moi, et posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut signer? Pourquoi faudrait le signer maintenant? Pourquoi des convocations du mois d'octobre où c'était soi-disant réglé, pourquoi ça revient encore alors que les audiences sont déjà passées? Je voudrais savoir aujourd'hui ce qu'on nous reproche exactement. Si c'est normal, si c'est légal. Alors je suis pas juriste. Je prétends vraiment pas remplacer la parole d'un avocat non plus. Mais par contre, je suis une personne qui vit cette situation de l'intérieur. Et ce que je peux dire, c'est que lorsqu'une procédure devient incompréhensible, elle cesse d'être seulement administrative. Elle devient psychologique. Elle devient émotionnelle. Et c'est une forme de violence.
Parce que c'est une violence qui ne laisse pas forcément de traces visibles. Et je parle de violence, non pas de violence qui pourrait se passer dans mon domicile. Non, c'est la violence judiciaire, la violence administrative, la violence policière. Alors évidemment, j'ai pas de bleu sur ma peau, j'ai pas de plaie ouverte, pas qu'elle se voit en tout cas. Par contre, la fatigue, elle s'installe. J'en arrive à avoir peur de mon propre téléphone. J'ai une boule au ventre quand j'ouvre ma boîte aux lettres. J'ai cet horrible sentiment d'être prise dans un engrenage dont je ne connais ni les règles, ni la fin. Alors, c'est vrai, on parle souvent de violence policière à travers des images assez fortes, des corps heurtés, des scènes visibles. J'ai pas de télévision, mais je pense que tout le monde en France a pu voir des horribles violences de la part de l'armée, de la part de la gendarmerie, de la part de ceux qui sont là pour nous protéger et qui pourtant ont commis des blessures irréparables. Et il y a aussi cette violence qui est beaucoup plus silencieuse, c'est celle de l'intimidation, celle de l'incompréhension, celle du soupçon permanent et celle de la pression administrative. Cette pression-là, elle vous oblige à vous défendre avant même de comprendre ce qu'on vous reproche. Parce que j'ai appris une chose, c'est que si quelqu'un signale, on considère que ce quelqu'un qui ne vit même pas là, eh bien, en France, je croyais qu'on était présumé innocent. Eh bien non. À partir de ce moment-là, vous êtes coupable et vous n'avez plus rien à dire. Et il y a aussi cette intimidation qui vous pousse à rassembler des documents, à noter des dates et à conserver des preuves, à payer, à écrire, à demander, à réclamer. Parce que le citoyen lambda, il n'a pas besoin de tout ça. Donc moi, je suis comme vous. Enfin, probablement comme la majorité d'entre vous, c'est que je lis, je fais mes chroniques, j'ai des activités, un casier judiciaire vierge, j'ai jamais eu aucun souci. Mais aujourd'hui, je suis privée de repos et comme si ça suffisait pas, il y a d'autres injustices du quotidien qui viennent s'y ajouter. Récemment, un refuge qui s'est permis aussi, on défend aussi énormément les animaux, j'en fais partie quelque part, mais pour une adoption ratée, il semble que ce refuge ait aussi fait un signalement. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils ont signalé. Mais en tout cas, étant donné que l'adoption était ratée, j'écrirai là-dessus parce que c'est autre chose, mais en tout cas, ça arrive. J'ai 5 chats par exemple, ça on le sait. J'ai voulu adopter un chien pour aller en randonnée. Ce refuge, j'ai expliqué pourquoi je voulais le chien, j'ai expliqué les difficultés qui n'étaient pas possibles, que je pouvais pas gérer. Tout était nickel, tout était parfait. Et ce chien, il a fait énormément de dégâts en moins de 10 jours. Donc, j'ai demandé à ce que ce chien soit récupéré et là, j'étais la pire des personnes. C'était en février. Aujourd'hui, au mois de mai, ils encaissent le chèque de 300 €, donc qui correspondait à des frais d'adoption, alors qu'en fait, ce chèque, il aurait dû être détruit.
J'ai aucun reçu parce qu'on ne me les a pas fournis et parce que je demande conseil à ma protection juridique, il faut encore que j'écrive des lettres de mise en demeure encore demandées, ce qui pour moi aurait dû être d'une simplicité. Donc il faut encore que je trouve le courage de réclamer. Et pris séparément, tout ça, c'est banal. Mais par contre, comme ça s'accumule, ça devient un poids. Un poids sur le cœur, sur l'estomac, sur le sommeil, sur la confiance que je porte au monde, qui devient proche de zéro. Alors oui, il m'est arrivé de me poser quand même des questions. Est-ce que je devais témoigner et continuer à témoigner ? Est-ce que je dois continuer à écrire ? Est-ce que je dois continuer à exposer une part de cette lourdeur ? Parce qu'en fait, témoigner, c'est jamais anodin. Témoigner, c'est quand même accepter de rouvrir la blessure. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de publier un autre roman et c'est pour ça que j'ai choisi la parole. Témoigner, c'est prendre le risque aussi de ne pas être comprise. C'est aussi craindre le jugement, l'incrédulité et parfois même l'agacement de ceux qui préfèrent les histoires simples, les versions officielles, les récits bien arrangés. Mais malheureusement, le silence, il a aussi un prix. Le silence, il isole. Le silence, il enferme. Le silence, il laisse croire que tout va bien. Et le silence, il donne parfois raison à ceux qui comptent sur les 7 épuisements. Alors, même si j'en ai pas vraiment la force, je crois que oui, je dois continuer à témoigner, mais pas n'importe comment. Parce que j'ai aussi remarqué que cet acharnement joue sur les mots. Donc il faut témoigner avec des mots justes. Il faut témoigner avec des dates. Il faut témoigner avec de la prudence. Et il faut témoigner avec des preuves, lorsque c'est possible. Il faut témoigner avec cette conscience que la parole publique doit rester digne, même si elle naît de la colère ou de la douleur. Je vous avouerai que je suis plus dépitée qu'en colère. Et je ne témoigne absolument pas pour salir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je témoigne pas non plus pour me venger. Je témoigne parce que je refuse que cette histoire, déjà, ait des conséquences horribles, mais qu'en plus elle disparaisse dans des dossiers, dans des procédures, dans des formulations froides et ne dise rien de l'humain. Elle est déjà inhumaine. Je témoigne aussi parce qu'il existe peut-être quelque part une personne qui traverse la même chose. Une personne qui a peur, une personne qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Une personne qui se demande si elle est seule à ressentir cette sidération face à une institution qui devrait protéger, mais qui semble parfois broyée. Alors à cette personne qui m'écoute et à cette personne qui se reconnaît, j'aimerais bien dire que, et je vais le dire d'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Votre fatigue, elle est réelle. Votre peur, votre angoisse, elles sont réelles. Votre besoin de comprendre, il est légitime. Et votre parole, elle compte. Cet ami qui vous veut du bien, c'est né de cette nécessité-là. C'est pas du tout un roman confortable. C'est pas du tout une histoire douce. C'est un roman d'ailleurs qui est très court, qui est tendu, qui est certainement parfois cynique, parfois tragique, mais que j'ai voulu profondément humain. Alors oui, il parle de manipulation, de justice, d'ambiguïté, d'emprise et de solitude administrative.
Il parle de cette frontière trouble entre le secours et le contrôle. Il parle aussi de ces moments où on croyait être protégé, où je croyais être protégé, et où je découvre que je suis surveillé, convoqué, suspecté et poussé à bout. Alors, écrire ce livre m'a vraiment permis de reprendre possession de mon histoire. Parce que quand tout devient procès-verbal, convocation, dossier, audience, il reste qu'une chose que personne ne pourra jamais m'enlever, c'est ma voix. Ma voix et mon écriture. Et cette voix, je vais continuer à la faire entendre. Alors elle sera sûrement tremblante, elle va être de plus en plus fatiguée, mais je la veux vivante. Et aujourd'hui, ce podcast, c'est une nouvelle étape. Je n'ai pas l'intention d'en ouvrir un autre parce que j'ai écrit ce livre et que ce podcast parle des livres. Donc après le livre, après les articles, après les mots écrits, il y a la voix. La voix qui porte autrement, la voix qui laisse entendre les silences, les respirations, les fragilités, la voix qui dit « je suis encore là ». Alors je ne sais pas du tout encore où cette histoire ira. Je ne sais pas non plus combien de démarches il va falloir encore accomplir. Je ne sais pas du tout combien de courriers, combien d'appels, combien de nuits blanches nous attendent, moi et mon futur mari. Je sais une chose, je ne veux plus laisser ni la peur, ni l'angoisse, ni le harcèlement décider à ma place. Je veux transformer cette épreuve en parole. Je veux transformer cette injustice ressentie en témoignage. Je veux transformer la solitude en lien. Et si vous écoutez cet épisode, c'est que ces mots y résonnent en vous. Alors je vous invite à découvrir le roman, Cet ami qui veut du bien. C'est le roman d'une manipulation légale. Pas comme un livre, mais comme une trace. C'est une trace qu'on peut vivre lorsque la machine s'emballe. Ce sera peut-être même un jour une preuve. C'est une trace que je peux vivre et ce qu'on peut tous vivre quand la machine s'emballe. C'est une trace de ce que l'écriture peut sauver quand tout vacille. Une trace aussi pour celles et ceux qui savent que la vérité n'est pas toujours simple à faire entendre, mais qu'elle mérite pourtant d'être portée. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie aussi d'accueillir cette parole avec respect. Et merci surtout de croire encore au pouvoir des mots. Parce que parfois, écrire, parler, témoigner, c'est pas seulement raconter une histoire. C'est aussi rester debout.